Bonjour à tous très chers fans de catch, ici Kozak. Aujourd'hui nous parlons du Raw, le Raw du 12 juin 2023. Avant d'en parler, vite fait, je fais un petit retour sur un des commentaires que j'ai reçu lors de la dernière vidéo. Un commentaire que beaucoup de gens ont pu recevoir, une critique que beaucoup d'autres vidéastes ou d'autres personnes dans leur vie de tous les jours qu'ont dû entendre. Ce commentaire était, lors de ma dernière vidéo, parce que je critiquais beaucoup AEW, et la personne m'a dit... Tu devrais dire j'aime pas, au lieu précise bien que c'est ton avis, dis pas c'est de la merde, dis je n'aime pas, et précise que c'est ton avis. Et moi je suis en mode, bah non, j'ai pas à le préciser, c'est évidemment logique que ce que j'avance dans mes vidéos, dans ces reviews de catch, c'est subjectif, et ce n'est que mon avis. Quand je dis c'est de la merde, oui, c'est mon avis. Je ne suis personne pour dire que ça c'est la vérité. C'est mon avis. À vous après d'être d'accord, pas d'accord. Mais je n'ai pas à expliquer à chaque fois que je n'aime pas quelque chose de dire alors c'est mon avis, hein, etc. Je dis déjà vous avez le droit d'aimer, c'est déjà bien, non? Je pense. Et quand on parle de quelque chose d'extrêmement sensible, un sujet très 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 sensible, oui, il faut prendre des pincettes. Dans ce cas-là, c'est toujours mieux de dire ce n'est que mon avis. Évidemment, pour pas brouiller. Là, on parle de catch. On parle de catch, faut se décontracter. Si je dis c'est de la merde, évidemment que c'est mon avis. Ne vous braquez pas pour ça. Et dans la vie de tous les jours, vous n'avez pas à vous justifier que c'est simplement votre avis pour des sujets aussi lambda et banals que le catch. D'accord? Ça, c'est mon avis sur la question. Voilà. Sur ce, parlons de Monday Night Raw. Monday Night Raw s'est ouvert avec la célébration, le couronnement du nouveau titre pour Rhea Ripley. En effet, à SmackDown, on a eu Asuka qui a reçu son nouveau titre féminin, qui est donc une réplique du titre de son titre précédent, sauf que maintenant il y a de l'or dessus. Bon, c'est un peu plus joli, c'est mieux. Et pour Rhea Ripley, bah, c'était sûr et certain que c'était la dernière à devoir avoir un nouveau titre. Roman l'a eu, Seth a eu un nouveau titre, Asuka aussi, donc il restait plus que Rhea Ripley à avoir un nouveau titre mondial. Et ils ont fait une réplique du titre World Heavyweight sur Rhea Ripley. Bon, ils sont pas foulés, on va pas se mentir, mais ce titre est tellement beau que... Pour moi, ça passe. Pour moi, ça passe. C'est une vieille réplique du titre de Seth Rollins. Pour les femmes, il a même plus de gueule que le titre masculin, j'ai envie de dire. Cette ceinture blanche sur l'or, ça rend extrêmement bien. Et il est d'autant plus beau que le titre d'Asuka. Et vu qu'il vient à Rhea Ripley, moi ça me va, je suis un surfan de Rhea Ripley. Donc ça me plaît. Et la célébration me plaît. Le Rhea est complètement over, le sourire qu'elle fait. Dominique qui vient la récompenser dès que Dominique court, mais comme un petit scout. Vraiment, on dirait un petit scout qui est hyper heureux d'aller voir Rhea Ripley. Mais c'est fantastique. Et il a une hit déjà directement. Et Dominique félicite Rhea Ripley au micro, il se fait huer comme pas possible. Il lui met la ceinture autour d'elle. Et la musique de Cody Rhodes. Et là j'étais en mode oh putain, ils font vraiment un programme. Oui, ils font vraiment un programme parce que si vous ne le savez pas, la semaine dernière, Dominic Mysterio a frappé Cody Rhodes par derrière avec une sale claque lors d'un Miss TV. Et je me suis dit, oh, c'était un super segment, c'était génial comme segment, c'était ouf. Mais à aucune idée, je me disais, ils vont lancer un programme. Cody arrive sur le ring, complètement over comme d'habitude. Et d'abord, il respecte Rhea Ripley, il reconnaît Rhea Ripley comme la grande championne, parce qu'elle le mérite, et voilà, etc., etc. C'est bien de la part de Cody Rhodes. Et derrière, il propose à Dominique un match à Money in the Bank. Et je suis en mode, oh putain, ils vont le faire, c'est fantastique. Et vous savez quoi ? Dominique a fait un travail fantastique. J'arrête pas de dire que Dominique a fait un travail fantastique en tant que heel, parce que, regardez le résultat à l'heure actuelle. Cody annonce qu'il veut défier Dominic Mysterio à Money in the Bank. À aucun cas, ça sonne comme un pétard mouillé. À aucun cas. La foule fait même yes, yes, yes. Parce que la foule rêve de voir Cody Rhodes péter la gueule de Dominic Mysterio et le remettre à sa place. Dominic a réussi. Dominic se fait challenger par le top babyface de la compagnie, en la personne de Cody Rhodes. Et la foule est à fond. Et j'ai envie de voir ce match aussi. Bravo Dominic Mysterio, cette réaction de la foule et aussi ma réaction à moi justifie que ce catcheur a totalement réussi son run en tant que heel et qu'il est complètement over. Il est complètement over. Il a totalement réussi Dominic Mysterio. Donc encore gros respect à lui, les réactions sont logiques.
Et derrière, on a le Miz qui devait avoir un match contre Cody Rhodes qui va attaquer Cody Rhodes. Cody Rhodes va quand même être sur ses gardes et va éviter une nouvelle baffe de Dominic. Mais le Miz va revenir et là, Dominic va pouvoir frapper par derrière Cody Rhodes et se marrer, etc., etc. Bon segment d'ouverture, on établit un match en simplement 10 minutes, on a la célébration de Rhea Ripley, on a établi un match pour Money in the Bank et on a fait la transition pour le nouveau match. Franchement, ça s'est pas trop éternisé, c'est allé plutôt à l'essentiel, j'ai beaucoup aimé ce segment. Passons à la suite qui est donc Cody Rhodes contre le Miz. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que c'est pas le meilleur match du Miz depuis des lustres? Est-ce que c'est pas le meilleur match du Miz depuis des lustres? Le mec affronte Cody Rhodes. Et il a un bon match. Alors que le Miz, à chaque fois qu'il faisait un match, j'arrêtais pas de vous dire aussi que le mec, ça ne sert plus à rien de le voir à la télé, parce que le mec, c'est bon, il se fait péter la gueule par Snoop Dogg, il se fait péter la gueule par toutes les stars du monde, c'est devenu un jobber. Et il représente plus une menace tangible. Et face à Cody Rhodes, ça fonctionne, putain. Alors oui, non, il représente pas une menace face à Cody Rhodes, on sait très bien que Cody Rhodes va remporter le match. Mais la hit est placée au bon endroit. Les offenses du Miz sont placées au bon endroit par... et je vais te coller la tête contre l'escalier, je vais t'envoyer dans l'escalier, je vais faire des petits coups bas, une série de coups de pied. Cody qui scelle de la bonne manière, sans faire trop, ce n'est que le Miz, c'est pas Brock Lesnar, mais il scelle de la bonne manière. Et en plus de ça, il s'est pris un sale coup derrière la tête, il a saigné, Cody Rhodes. Et quand Cody fait ses comebacks, il est à fond, et regardez, la foule chante Cody, 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 Cody. La foule chante pas This is awesome, la foule ne chante pas We want table, la foule ne chante pas des conneries dans le genre. La foule chante Cody, Cody, Cody. Pour le Miz au départ, malheureusement, Tiny Ball, le pauvre, la foule juste chanter Tiny Balls pour le Miz, c'est bon, ils l'ont mis à cette place-là, en même temps, il peut plus rien y faire. Mais regardez ça, à la fin du match, quand le Miz prenait le dessus, la foule ne chantait plus Tiny Boys, la foule huait tout simplement le Miz. La foule huait le Miz. Le Miz, quoi. Le mec, il sert plus à rien. Et la foule le huait de bonne manière. Parce qu'en face de lui, il y a Cody Rhodes. Et parce que le match était bien. C'était un bon match de catch. Cody l'emporte, évidemment. Bon résultat, évidemment, encore une fois. On va donc avoir le programme Cody Rhodes contre Dominic Mysterio à Money in the Bank. Ça va être très, très, très sympa. La suite du programme, c'est Becky Lynch qui va faire une promo pour le Money in the Bank. Elle est en effet qualifiée. À ce stade, il reste plus qu'une personne qu'on ne sait pas qui va rejoindre le Money in the Bank féminin. Et Becky Lynch fait une très très bonne promo en disant que cette mallette représente le pouvoir. Et elle aime le pouvoir. Et que avec ce pouvoir-là, les championnes vont avoir peur. Et c'est quand les gens ont peur qu'ils commencent à faire des conneries et à se mettre dans des positions dangereuses. Et Becky aime ça parce que quand les adversaires font des choses dangereuses, c'est là où Becky est à son meilleur. Et donc, bref, une bonne promo de Becky, franchement, une super delivery, elle est complètement over, pareil, la foule chante son nom. Et là, elle remet le programme sur Trish Stratus, qui elle aussi a peur de Becky et du coup fait des choses assez dangereuses et se cache derrière Zoey Stark. Et la musique de Zoey Stark, et c'est le moment de savoir parce que si vous savez, je trouve Zoey Stark très prometteuse, mais j'ai pas encore vu tout ce qu'elle pouvait faire. Je sais qu'en match, elle a d'une personnalité, elle a un bon in-ring, là-dessus il n'y a pas de problème. Je dis personnalité dans le ring, encore une fois. Mais en promo, j'ai pas encore vu ce qu'elle donnait. Et qui n'est mieux que Becky Lynch pour avoir une confrontation au micro et voir ce qu'elle donne. On a donc une confrontation au micro, Zoey Stark contre Becky Lynch. Et je pense que Zoey Stark, effectivement, n'est peut-être pas encore prête au micro. Attention, c'était pas mauvais. Mais je pense qu'elle n'est pas encore prête. Il faut encore qu'elle progresse. Et du coup, c'est peut-être pas plus mal qu'elle soit, pas la larbine, mais le bras droit armé de Trish Stratus en l'occurrence. Parce que, effectivement, elle a commencé à tacler Becky Lynch, et je pense que c'est dû à son texte aussi qui était mal écrit. Mais le texte de Zoey Stark ne pouvait pas mettre over Zoey Stark. Parce que Zoey Stark, qu'est-ce qu'elle va faire au micro? Elle va dire... elle va commencer à dire « Toi, Becky Lynch, tu n'as pas été mise over grâce à ta personnalité, c'est pas grâce à ça que t'es devenue une star, c'est parce que quelqu'un t'a pété le nez. » Et c'est le truc que tout le monde dit, que toutes les rivales de Becky Lynch l'ont sorti. C'est un argument qui a été ressorti et ressorti et ressorti et qui n'a plus aucun poids. Et Becky Lynch a eu la parfaite réaction en mode « Sérieux encore cet argument qui sert à rien ?» Et c'est dommage parce que pour moi, c'était pas le meilleur argument. Zoey Stark ne devait pas dire ça. Zoey Stark, qui est très très bonne dans le ring, mais qui manque peut-être encore de force en promo, aurait dû dire un truc beaucoup plus simple. Au contraire, toi, Becky Lynch, tu as beaucoup de personnalité. C'est ça qui t'a mis over, ta personnalité.
Mais une fois dans ce ring, toi contre moi, crois-moi, je vais te remettre à ta place et te montrer que ta personnalité, elle ne sert à rien face à moi. Zoé Stark aurait dû dire ça. Parce que c'est beaucoup plus logique avec elle. Là, elle passe pour une chouineuse. Elle passe pour quelqu'un de jaloux. Et c'est pas ça qu'il faut avec Zoé Stark. Elle est toute nouvelle et elle ressort un argument que tout le monde a sorti. Becky Lynch, de son côté, a énoncé des faits, de ce qu'on sait. Toi, Zoé Stark, dans le ring, oui, tu étais très 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 bonne. Tu as des offenses, tu as de l'agilité, tu es une powerhouse, mais tu manques de personnalité et c'est pour ça que tu pourras pas être côte à côte avec moi. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas au même stade. Et Becky Lynch, pour le coup, avançait des faits vrais. Zoé Stark, elle, s'est complètement plantée. Alors oui, après rattrapage en gain de hit avec des shut-ups sur la foule qui lui faisait des watts, mais c'était pas le bon texte. Et surtout qu'après ça, on a Chelsea Green et Sonya Deville. J'aime beaucoup Sonya Deville, j'aime beaucoup son travail, mais Chelsea Green est traitée comme une jobbeuse depuis le début. Et quant à Chelsea Green et Sonya Deville, qui avancent, qui coupent la promo de Zoé Stark, qui lui passe devant, Zoé Stark est dans l'ombre, face à d'autres jobbeuses qui lui coupent la parole, et elle réagit pas. Elle fait juste un vieux mouvement de nuque en mode qu'est-ce que tu veux là, tu me coupes, t'es sérieuse? Mais les jobbeuses, en l'occurrence de Chelsea et Sonia, ne réagissent pas plus que ça. Donc Zoé Stark n'est pas mise over. Même Zoé Stark est quelque part un petit peu humiliée. Elle se fait couper la parole par des jobbeuses et ne rétorque pas derrière. C'est très particulier et c'est pas comme ça que Zoé Stark, qui a énormément de potentiel, va être mise over. Encore une fois, oui, elle n'est pas prête à l'heure actuelle de confronter Becky Lynch, rentrer dans des grandes rivalités, d'affronter Rhea Ripley, Asuka, Bianca Belair, Becky en 1v1 pour être à leur stade, à leur star power. Mais il y a du potentiel. Mais c'est pas en faisant comme ça qu'on va élever ce potentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bref, tout ça pour faire transition entre Becky Lynch contre Chelsea Green, un match tout à fait sympathique. J'ai beaucoup aimé le moment où Becky Lynch a atomisé, a envoyé valser Chelsea Green sur le mur aux abords du ring. Plusieurs fois, c'était plutôt violent, c'était assez cool. Chelsea Green, je pense qu'elle manque de cardio parce qu'après avoir pris ces différentes offenses sur le mur, elle pouvait plus mettre un coup sans que ça fasse fake, sans que ça fasse faux, sans que ça fasse mal en fait entre guillemets. Mais heureusement Becky Lynch a vite remporté le match avec son disarmeur à la fin pour la victoire. Programme intéressant encore une fois, du potentiel avec Zoé Stark qui matait ça par-dessus l'échelle. Mais ouais, c'était pas la meilleure façon de la mettre over si vous voulez mon avis. Match suivant, c'est donc Damian Priest contre Matt Riddle, un match pour se qualifier pour le Money in the Bank. Il y a apparemment en ce moment des frictions au sein du Judgment Day, en particulier entre Finn Balor et Damian Priest. Alors, c'est intéressant parce que ça donne de l'intérêt à des Raw, étant donné que Judgment Day est clairement la faction principale de Raw, et qu'il y a un peu des frictions intérieures, ça donne envie de voir ce qui va se passer, ça donne envie de suivre l'histoire, qu'est-ce qui va se passer, un peu comme au niveau de la Bloodline, bon, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Cela étant dit, il faut pas rusher la chose, c'est bien, ça donne un peu de grain au show, mais Damian Priest ne devrait pas quitter le Judgment Day, en tout cas pour l'instant, parce que c'est clairement l'un des éléments les plus importants. Finn Balor, quant à lui, j'ai plusieurs fois dit que c'était l'élément du Judgment Day qui, s'il y en a un qui devait jarter, ce serait Finn Balor, puisque c'est celui qui est le moins en adéquation avec l'essence du groupe, qui rentre le moins en symbiose avec l'énergie globale du groupe. Cela étant dit, le groupe fonctionne bien, même Finn Balor est devenu intéressant de nouveau grâce à ce groupe. Est-ce qu'il faut vraiment que, à terme, il y en a un qui s'en aille? Je pense pas pour l'instant. À vrai dire, j'aimerais bien que cette histoire de friction, de tension au sein du groupe continue, mais qu'à terme, Rhea Ripley, sûrement, qui est la personne la plus posée de ceux qui sont à l'extérieur de cette tension, permettent, aux deux parties de se réconcilier, mais qu'une base soit posée pour le futur, pour une possible rupture. Bref, cela étant dit, le match est donc Damian Priest contre Matt Riddle. J'aime beaucoup Damian Priest, et clairement, il méritait de remporter ce match et de rejoindre le match Money in the Bank, étant donné tout ce qu'il a fait lors des derniers mois, à quel point c'était un workhouse, qu'il a été présent dans beaucoup de matchs, qu'il a fait beaucoup de main events, qu'il a toujours été au taquet et en pleine forme. Damian Priest, c'est vraiment un super talent, charismatique, très bon dans les offenses, dans le selling aussi. Bref, c'est vraiment un très bon talent de la mid-card, Damian Priest, et c'est chouette de le voir à cette position-là.
Matt Riddle quant à lui, alors j'ai plus de réserves et effectivement il a du mal à se mettre over et son moveset ne l'aide pas, toutes ses offenses un peu minables avec les coups, où il fait des coups avec ses paumes de main, ça rend jamais très très bien et Matt Riddle je suis pas le plus grand fan. Par contre, quand le match avançait, qu'il s'est mis à faire plus de soumissions, beaucoup plus de sleepers et mettre de la dangerosité pour Damien Priest avec des prises de soumission, là j'ai trouvé Matt Riddle beaucoup plus cohérent et il devrait beaucoup plus capitaliser là-dessus et enlever de son moveset ses coups ridicules. Bref, un match qui au départ était pas sensationnel mais qui a fini par prendre et qui a très très bien terminé. De très belles offenses finales. Damien Priest qui chope Matt Riddle pour le faire son finisher dans les cordes. C'est très très bon pour la victoire. Donc le Money in the Bank est fondé, c'est bon, on a les 6 personnes. Quand je vois les 6 résultats, il y a une tête que j'ai envie de voir gagner, évidemment par rapport à tout le reste, mais ça on en parlera lorsqu'on fera des pronostics de Money in the Bank, et aussi lorsqu'on parlera de l'homme en question à SmackDown, qui est LA Knight. Mais suite à ça, alors que Damien Priest quitte le ring, on a Gunther, le champion intercontinental, accompagné de Ludwig Kaiser seulement, pas de Giovanni Vinci, juste de Ludwig Kaiser, qui arrive pour décimer Matt Riddle parce qu'il est pote avec Kevin Owens, Sami Zayn, j'imagine. Juste pour lui péter la gueule. Un Damien Priest qui fait assez bon, va récupérer les os, je te le laisse. Et Gunther qui va juste s'amuser à le décimer. C'était cool de voir ça parce que j'aime bien voir Gunther décimer des gens. Le match suivant, c'est Bronson Reed qui affronte Ricochet, qui est qualifié pour le Money in the Bank. On a aussi un petit Shinsuke Nakamura qui est aux côtés des commentateurs. Bon, tout ce qui se passe en ce moment avec ça, c'est clairement le filler pour remplir les 300 euros. Mais pourquoi pas, après tout, on a Ricochet et Nakamura qui sont qualifiés pour Money in the Bank, Bronson Reed qui ne l'est pas qualifié, mais en revanche qui a qui est un peu énervé contre Nakamura. Voilà, il y a un peu en tension contre Nakamura. La semaine dernière, je crois, alors Nakamura avait battu Bronson Reed pour se qualifier pour le Money in the Bank. Suite à cela, Bronson Reed était intervenu entre Ricochet et Nakamura pour mettre fin à leur match. Et là, cette fois-ci, c'est au tour de Nakamura de mettre fin au match de Bronson Reed et Ricochet parce que Bronson Reed, pendant le match, va lancer Ricochet sur Nakamura. Bon, c'est un match pour arriver plus pour faire office de segment à la fin. Donc, le match est sympa. Ricochet contre une force de la nature comme Bronson Reed, c'est plutôt cool. Mais voilà, on est sur du filler. À la fin, les deux lui font un superplex. Je sais pas où ils vont avec Bronson Reed, j'ai l'impression qu'il s'établit en tant que heel de la mid-card, mais de la lower mid-card malheureusement. Donc dommage parce qu'il y avait potentiel. Je trouve que là, il se fait... ouais, il est pas mis over du tout. Bon, on est sur du filler. Ni Ricochet ni Nakamura va remporter le Money in the Bank, de toute façon, c'est garanti. Donc, voilà. Le prochain segment devait être très compliqué à gérer pour les lutteurs. Mon Dieu. Finn Balor rentre sur le ring et il est complètement sérieux. J'aime beaucoup son attitude. On sent que le segment qui va suivre, la discussion qui va suivre va être intense. On le sent dans son regard, dans son timbre de voix. Le mec a quelque chose à dire et il invite Seth Rollins à venir le rejoindre sur le ring. Et il veut pas de danse, il veut pas de fioritures, juste une discussion sérieuse avec Seth Rollins. Seth Rollins, nouveau champion, World Heavyweight, fait son entrée, quand même petit pas de danse, chant de la foule, etc. Mais il n'en fait pas trop, il ne pose pas au milieu du ring pour laisser les gens chanter, il prend un micro et écoute Finn Balor. Et c'est quelques cas où le public prend le dessus. Si vous n'avez pas vu ce segment, je vous invite à le voir. La foule n'a pas arrêté de chanter le thème de Seth Rollins du segment entier. Mais c'est pas genre chanter de manière douce. Non, c'est hurler le thème de Seth Rollins pendant tout le segment. Et n'hésitant pas, et ne s'arrêtant pas lorsque les lutteurs commençaient à parler. Les lutteurs commençaient à parler et la foule chantait encore plus. Un peu comme la foule qui eut Dominic Mysterio. Sauf que cette fois-ci, elle chantait le thème de Seth Rollins. La position inconfortable de Finn Balor a donné du grain à cette histoire. Et on sent que Finn Balor, qui voulait vraiment être extrêmement sérieux, avoir une discussion sérieuse avec Seth Rollins, on sent que les chants, ça le frustrait d'une manière, mais ça donnait du grain à cette discussion. Et Seth Rollins, quant à lui, je crois que... Alors, ça le faisait rire d'une part, mais autre part, j'ai l'impression que même lui, ça l'a saoulé. Je crois que ça a même saoulé Seth Rollins que les chants s'arrêtaient jamais parce qu'ils n'arrivaient pas à mettre en place leur segment. Mais ça donnait quand même beaucoup d'unicité à ce truc. Alors, les chants mis à part, de quoi parler ce segment ?
Finn Balor, j'ai beaucoup aimé sa proposition parce qu'il était en mode je t'en veux parce que j'ai envie de parler avec toi depuis 7 ans de cette chose, parce que tu m'as tout pris. Tu m'as pris mon momentum lors de ce match à SummerSlam à Brooklyn. En me blessant, tu as pris mon momentum. Tu as pris mon titre que j'ai gagné. Et tu as pris 1 an de ma carrière avec plusieurs blessures. Tu m'as tout pris parce que je suis revenu, j'avais plus de momentum, j'avais rien. Et toi, te voilà à ce stade-là. Et je veux changer ça, je veux t'affronter pour Money in the Bank, pour ce titre mondial. Seth Rollins, quant à lui, ce que j'ai beaucoup aimé avec Seth Rollins, c'est ce que j'arrête pas de me tuer à vous dire, c'est que Seth Rollins est un immense lutteur. Sur le ring, c'est un immense lutteur, et même en promo, quand il veut être sérieux, il est super, Seth Rollins. Et pendant cette promo, je l'ai trouvé génial. Vraiment génial, parce qu'il s'est impatienté, il était en mode, bon, qu'est-ce que tu veux parler? Dis-moi ce que tu veux parler, c'est quoi ce dont tu veux me parler que ça fait 7 ans que tu attends, etc., etc. Et après, quand il le tacle après, qui lui dit mais toi t'es devenu bitter. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire bitter, je pense que il veut dire toi tu as régressé quelque part au bout des 7 ans après ce match qu'on a eu à SummerSlam. Quant à moi j'ai progressé, c'est ça la différence entre toi et moi chaque jour j'ai fait des erreurs mais j'ai progressé chaque putain de jour. Toi t'es devenu de plus en plus nul et t'as jamais atteint le momentum et la hype que t'avais eu 7 ans auparavant. Et c'est une bonne promo de la part de Seth Rollins. Et j'aime Seth Rollins quand il n'est pas cliché. Et quand on croit ce qu'il dit. Et quand il est sérieux. Pas quand il fait des caisses. Et d'ailleurs, il a commencé sa promo en faisant un peu des caisses. Ce rire exagéré n'est pas naturel. Et encore une fois, il a le droit d'avoir un gimmick. Mais quand le gimmick prend le dessus sur l'authenticité et le naturel de la chose, c'est dommage. Et quand Seth Rollins dit avec ses propos « Actuellement, je suis la meilleure version de moi-même », non, je ne suis pas d'accord. Seth Rollins n'est pas à son prime actuellement, du moins en point de vue personnage. Oui, dans le ring, dans l'attitude, dans la sagesse et dans le savoir du business, oui, il est sûrement à son prime. Mais la meilleure version de Seth Rollins, ça reste celle de l'architecte, celle quand il a pris le titre à WrestleMania après son cash-in, celle où il était un heel pur et dur, jeune, mais qui était sérieux, quand on faisait pas des caisses. C'était ça la meilleure version de Seth Rollins, c'était vraiment excellent celle-là. Là, ce Seth Rollins est étrange, il peut être extrêmement naturel, extrêmement plaisant à regarder, et d'un coup partir en couille avec des des rires qui en font trop, une attitude qui en fait trop, qui est fake comme pas possible. Et c'est dommage. Mais cela étant dit, je vais pas bâcher Seth Rollins maintenant parce que là, il a montré justement la part sérieuse de sa personne, et il a fait une très bonne promo. J'ai envie de voir Finn Balor contre Seth Rollins, même si c'est un match qu'on a quand même beaucoup vu. Finn Balor n'a aucune chance de battre Seth Rollins pour le titre World Heavyweight, genre aucune chance. Il est pas... Encore une fois, le momentum n'est pas du côté de Finn Balor, donc voilà, il n'y a aucun souci à se faire à ce niveau-là. Ce segment est à voir en particulier pour la foule qui a pris le dessus et qui a pas arrêté de chanter. On aura le match à Money in the Bank, nous verrons bien ce qu'il arrivera. Et suivant, nous avons un petit match féminin. Shayna Baszler affronte Raquel Rodriguez. Un match, je pense, si vous avez mis la Shayna Baszler de l'époque, vous savez qu'à une époque, Shayna Baszler était ma lutteuse préférée. Genre vraiment, à une époque, à l'époque de son règne de championne NXT, quand elle venait de rentrer dans le main roster et pour confronter Becky Lynch, elle n'avait pas encore perdu à l'époque. C'était ma lutteuse préférée. J'aimais beaucoup, elle avait, je trouvais, une présence, elle n'était pas charismatique, mais elle avait une présence, une dangerosité qui émanait de sa personne, qui était exceptionnelle à cette époque-là, et malheureusement depuis on n'a jamais eu ce retour de Shayna Baszler là, on la retrouvera probablement jamais parce que maintenant voilà, elle commence à être vieille et d'autres catcheuses prennent leur lait, mais actuellement Shayna Baszler est dans la position que je voulais voir en championne par équipe, mise sur le devant de la scène aux côtés de Ronda Rousey du Star Power. Un match contre Raquel Rodriguez qui elle aussi actuellement n'est pas son meilleur où j'ai envie de la voir en vraiment domination et aussi en tant que heel, mais actuellement au moins elle est en solo. Ce qu'il fallait faire parce que Raquel en équipe c'était pas possible, jamais elle n'aurait pu être élevée avec Liv Morgan. D'ailleurs, j'espère que quand Liv Morgan fera son retour, j'espère qu'elles se remettront pas par équipe, je l'espère. Mais du coup, on a une Raquel solo qui va pouvoir montrer ce qu'elle peut faire, et une Shayna Baszler plus dans son prime, mais avec toujours des bonnes qualités athlétiques par rapport à son âge. Petit match sympa, pas très rapide, puisque Ronda Rousey va intervenir pour faciliter le tombé de Shayna Baszler sur Raquel Rodriguez. Donc Shayna Baszler l'obtient, mais pas de façon très clean. Mais match est sympa. Raquel Rodriguez a le temps de montrer un peu sa force. Shayna Baszler a le temps de montrer sa dominance d'un point de vue de soumission et de torture. Match tout à fait classique, honorable. Et encore une fois, qui met en avant les deux lutteuses. C'est pas mal. C'est pas mal. Le filler du show, il est ici. Et clairement, c'est le truc que personne n'a envie de voir.
Chad Gable affronte Eric et j'ai envie de dire pauvre Viking Raiders. Pauvre Viking Raiders. Avant WrestleMania, ils étaient un petit peu hot, ils affrontaient souvent Sheamus ou McIntyre, les matchs étaient bons par équipe et franchement je pensais qu'ils allaient être plus mis en avant, jamais pour atteindre un match championnat, jamais devenir champion de la division, mais je veux dire, représenter vraiment une menace dans le tag team et là ils se retrouvent à jobber face à Chad Gable. Je vais vous dire un truc, les gens pensent que je suis un pro WWE. Non, quand un truc ne me plaît pas, je le passe. Quand je vois Orange Cassidy chaque semaine à la AEW, je passe. Mais quand je vois Chad Gable commencer le match en faisant chuch, bah je passe aussi. Et j'ai pas raté ce putain de match. Je veux dire, Eric surtout dans le ring, il se prend un chuch de Chad Gable, c'est déjà une blague. Il y a Otis qui tourne autour du ring, il y a la meuf qui fait le truc des mannequins, je sais même plus son nom parce que j'en ai rien à péter. Voilà, là, c'est une blague, enfin, y a rien à dire quoi. À la fin du match, t'as Chad Gable qui fait un. Enfin, je crois que Valhalla, la meuf mannequin et Otis se prennent un peu le chou aux abords du ring. Et Chad Gable en profite pour remporter le match via un roll-up. Voilà. Les Vikings se retrouvent à jobber face à Monsieur Chuch. C'était nul à chier, c'était un filler. Bref. Pauvre Viking Riders. Et c'est l'heure du main event. Nous avons Sami Zayn et Kevin Owens qui défendent leur titre par équipe indisputée face à Gunther, le champion intercontinental, et Ludwig Kaiser. En effet, c'est pas Ludwig et Giovanni Vinci, puisque, bon, Giovanni Vinci, ils ont juste fait ça dans le kayfabe avec Matt Riddle qui l'aura agressé dans les coulisses. Est-ce qu'il est blessé? Il y a moyen que Giovanni soit blessé. En l'occurrence, on a donc plus de star power et plus de dangerosité avec Gunther à la place de Giovanni. Là il y a des chances de gagner. Et on va voir qu'ils ont joué là-dessus parce que Gunther est booké de manière si dangereuse que j'ai vraiment cru au moment que ils avaient remporté les titres par équipe. J'ai vraiment cru à la défaite de Sami Zayn et Kevin Owens. Donc très bien joué de la part de la WWE à ce niveau-là. Et très bien joué de la part des lutteurs pour avoir orchestré ce match de cette manière. C'était un très bon main event, très très bon match de catch. Sami et Kevin, on commence à connaître. On a un Sami qui travaille le hot tag. Et au départ, il y a un début explosif, mais plus le match avance, plus il va commencer à sell. Donc les chops de Gunther sur Sami, ça marche très très bien. Sami, il sell. On build le hot tag de Kevin Owens, qui le prend et qui affronte Gunther, qui évite ses offenses. Et un bon début d'offense qui rappelle leur match qu'ils avaient eu la semaine dernière. Très très bon match de catch la semaine dernière d'ailleurs. Donc bref, du classique de booking côté Sami Zayn et Kevin Owens, mais là où le match va prendre de l'intensité, c'est quand Gunther va être l'homme légal ainsi que Sami Zayn, et que alors Kevin Owens est occupé à l'extérieur, que Ludwig Kaiser s'en est occupé avec un dive, Gunther va lui faire un clothesline mais sorti des enfers où Sami va virevolter, et on se rappelle que c'est comme ça que Gunther avait vaincu Sheamus, avec un clothesline de la sorte. Et le tombé se fait, 1, 2... 2.999999, limite c'était un peu en retard peut-être. On a eu vraiment un kick-out, un near fall de la part de Sami Zayn exceptionnel. J'ai vraiment cru à cette défaite et c'était très bien joué. Le match était vraiment très très bon à ce moment-là. Et je l'acceptais, mais je pense qu'ils sont allés un poil trop loin parce que s'il y a un truc que j'ai pas aimé dans le match, c'est qu'après Gunther va relever Sami Zayn, va le rattaquer, va lui refaire un clothesline sorti des enfers où Sami va chuter. Et pour moi, là, c'était mort. Pour moi, je voyais Kevin Owens intervenir pour sauver son ami. Mais là, c'était mort que Sami kick out. Et ils ont fait re-kick out Sami Zayn. Peut-être un poil trop. Je sais qu'il a du cœur, Sami Zayn, mais là, il a quand même pris 2 clotheslines énormes de la part de Gunther, qui est peut-être la personne dans le roster qui livre les clotheslines les plus mortels, les plus létaux, excusez-moi. Donc avoir un Sami Zayn qui quand même dans la mid-card, bon il est en main-event mais c'est pas une superstar, je veux dire c'est pas un Cody Rhodes ni un Roman Reigns, c'était trop à mon goût. Il aurait dû juste kick out déjà un near fall sur le clothesline sorti des enfers de Gunther, c'était déjà très très bien. Ils auraient pas dû faire ce deuxième clothesline, c'était un poil trop, même si là je me suis dit bah c'est mort là. Au second clothesline j'ai vraiment cru à un changement de titre, et quand Sami kick out j'étais en mode ah ouais un peu trop malheureusement. Donc le match continue ensuite, on va voir Matt Riddle qui va intervenir, ce qui va distraire un petit peu Gunther. Kevin Owens va pouvoir faire un DDT sur Gunther sur l'acier du sol. Donc Ludwig Kaiser est seul en ring avec Sami Zayn. Sami Zayn va pouvoir remporter la victoire avec son Blue Thunder Bomb. Bref, une fin classique, évidemment que Ludwig prend le tombé et non pas Gunther. C'était un bon main event. J'ai vraiment cru une défaite, les matchs de Gunther sont toujours excellents. Juste dommage ce petit overbooking sur le second kick-out de Sami Zayn. Je ne l'aurais pas placé parce que ça atténue un peu la dangerosité de Gunther. Parce que jusqu'à ce moment-là, justement, j'étais en mode bah voilà, 2 clotheslines c'est
létal pour n'importe quel adversaire qui affronte Gunther, maintenant je vais plus forcément y croire. Faut pas penser que les near falls ça ne dédommage pas un catcheur. Si ça endommage un catcheur, un near fall comme ça, 2 near falls de cette facture avec Sami Zayn en plus, ça va endommager Gunther. Ça va endommager sa dangerosité. Et maintenant, il devra forcément placer des powerbombs en plus pour pouvoir prétendre à une victoire. Voilà. En revanche, c'était un bon Monday Night Raw dans l'ensemble. Rien de sensationnel, mais un bon début, une bonne fin. Le Finn Balor qui change Seth Rollins, c'était un segment intéressant. Becky Lynch qui sort des promos rigolotes, rigolotes, je veux dire, intéressantes aussi. L'histoire entre Judgment Day qui continue, avec beaucoup de petites pièces qui sont placées par-ci par-là. C'est intéressant. Juste ce gros ventre mou, enfin ce filler d'avant main event entre Chad Gable et Rick, qui n'a rien à foutre là. Mais dans l'ensemble, un épisode sympathique de Monday Night Raw. En tout cas, c'était Kozak. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Voilà, je change mon outro, pourquoi pas. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.